Bonjour à tous, le printemps est arrivé et avec lui le réveil de la faune. Les animaux sont pourtant parfois gênés dans leurs déplacements du fait de nos routes et de nos infrastructures. Des mesures permettent de les faire passer en réduisant les dangers. Ce sont les contrats corridors. Ils sont transfrontaliers. On en discute avec trois experts de la nature. Élodie Charvet pour le côté français et pour le côté suisse, Bertrand von Arx et Gottlieb Dandlicker. Et puis comme chaque mois, nous vous faisons découvrir un lieu à visiter juste à côté de chez vous. Cette fois, je suis partie dans les entrailles de cette grosse machine qu'est le CERN. Sous nos pieds, à Genève et en France, 27 km de tuyaux permettent de comprendre comment s'est formé notre univers. Visite en fin d'émission. Comment faire cohabiter la faune et les hommes? Nous allons en discuter avec nos invités. Mais avant cela, je vous propose de faire un tour de l'actualité transfrontalière du mois. Coupé de ruban pour le nouveau site de formation Étoile Annemasse Genève. Il s'ajoute aux 5 autres pôles de formation déjà présents dans le Genevois français. Objectif, créer en France voisine un système local d'enseignement supérieur et de recherche interconnecté. Du nom de grand format, en référence au Grand Genève, ce site proposera des filières diverses, licences pro mais aussi les métiers de la santé ou la solidarité internationale. Seul bémol pour ce centre qui se veut transfrontalier, quelques blocages sur le traitement du statut des professeurs des universités helvétiques. Un vide juridique côté français qui entrave pour l'instant l'accès aux professeurs suisses. 62 communes du Grand Genève réclament un développement raisonnable de l'aéroport de Genève. Elles ont ensemble envoyé une lettre mi-mars à l'Office fédéral de l'aviation civile. Leur revendication, revoir le plan sectoriel en intégrant à la discussion les communes et les habitants. Le plan sectoriel actuel prévoit une augmentation de 60% du nombre de passagers d'ici à 2030. Nous parlons ce mois-ci des contrats corridors. Élodie Charvet, Bertrand von Arx, Gottlieb Dandlicker, bonjour. 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 Bertrand von Arx, qu'est-ce que c'est qu'un corridor biologique au départ? C'est quelque chose de naturel, c'est ça? Oui, effectivement, c'est une liaison qu'on va avoir entre des endroits où les espèces vont se déplacer. On parle beaucoup de la faune, mais aussi de la flore. Il ne faut pas oublier qu'elles se déplacent aussi. Et donc, c'est vraiment important que ces espèces puissent passer d'un endroit où elles se reproduisent, où elles se nourrissent, à un autre. Élodie Charvet, ces corridors de circulation, notamment pour les animaux, mais aussi la flore, ils ont été coupés par l'homme. Qu'est-ce qui pose problème à la faune, à la flore, très concrètement ? Très concrètement, c'est des choses très diverses selon les espèces. Ça peut être aussi bien des infrastructures routières, du type autoroute ou route, comme des lignes électriques qui peuvent être des lieux de percussion pour certains oiseaux. Également, on y pense moins, mais la nuit, une rangée de lampadaires, c'est un barrage complet pour certaines chauves-souris. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas passer, elles hésitent à passer? Exactement, la lumière les empêche de passer et pour elles ont besoin de ces corridors nocturnes, c'est-à-dire du noir absolu tout le long de leur trajet. Gottlieb Dandlicker, ces corridors, quels sont les animaux qui sont touchés par ce manque de circulation dans ces corridors? Comme le dit Élodie, c'est très divers. Ça va depuis les toutes petites grenouilles jusqu'au cerf, qui est l'emblème de notre faune. Et tous, ils ont besoin qu'on pense à leurs besoins spécifiques pour qu'ils puissent réussir leur déplacement et réussir leur vie. Justement, quand ils n'arrivent pas à se déplacer, qu'est-ce que ça provoque chez eux, en général? Dans un premier temps, ça peut provoquer des accidents et donc de la mortalité, et souvent aussi des ennuis pour les humains quand on parle de cerfs. Dans un deuxième temps, ça peut conduire à l'extinction d'espèces qui disparaît complètement de certains secteurs. Simplement, il y aurait des forêts magnifiques, il y a un étang magnifique, mais ils n'arrivent pas à, je prends l'exemple des grenouilles, ils n'arrivent pas à passer leur vie en forêt, venir se reproduire dans l'étang, et on n'en a plus ni dans l'étang ni dans la forêt. Les grenouilles, justement, sont actuellement en pleine saison de reproduction. Certaines associations mettent en place des mesures pour les aider à traverser les routes sans danger. C'est un reportage signé Gilles Mielot. Chaque matin, dès l'aube, le même rituel. De février à avril, des bénévoles se relaient pour se muer en sauveteurs. Les amphibiens sortent de leur hibernation dans les sous-bois et tentent d'aller se reproduire dans les étangs voisins. La route et le trafic face aux batraciens, le combat est inégal. Pour éviter une hécatombe, l'association Karche Genève a trouvé la parade. Les barrières sont posées au mois de janvier quand il fait encore froid, pour qu'au mois de février, dès que les températures se trouvent entre 5-6 degrés
avec de la pluie, les amphibiens migrent donc vers ces étangs pour se reproduire. Récupérés dans les seaux, grenouilles et tritons seront ensuite déposés près des étangs, de l'autre côté de la route. Les premières années de ce suivi, on avait chaque seau qui était numéroté tous les 10 mètres et on a fait un relevé très précis pour savoir exactement où passait chaque espèce. Et puis, depuis maintenant quelques années où on sait à peu près où les amphibiens passent, on fait surtout un sauvetage, c'est-à-dire qu'on note plus le seau exactement, mais on a juste le total des animaux qui passent chaque jour. Le canton de Genève compte 4 sites de passage, à Dardany, à Bernay et à Jussy. Les amphibiens ont plus de chance à Bernay où un crapauduc a été installé sous la route de Loie. Ailleurs, les mesures provisoires et saisonnières ont permis par exemple de sauver l'an dernier 1761 individus au chemin des Combes à Meignier. Ce qu'on a toujours, et malheureusement c'est pour ça que les barrières sont juste une solution provisoire, c'est qu'on a le sens retour. Une fois que les animaux sont allés pondre dans les étangs, ils reviennent de l'autre côté de la route. Et là on a évidemment une mortalité parce qu'on ne peut pas poser les barrières des deux côtés. Depuis 2012, des corridors biologiques ont été aménagés de part et d'autre de la frontière. L'État a récemment mis en place un plan pour veiller sur la biodiversité, une stratégie qui vise d'ici à 2030 à concilier développement du territoire et préservation de la faune et de la flore. Gottlieb Dandecker, les grenouilles, pour le coup, elles ne tiennent pas compte des frontières comme la faune. Oui, et votre exemple est magnifique parce qu'il montre justement l'engagement des naturalistes, des amateurs pour compenser en fait ce que l'État n'a pas su faire au moment où ces routes se sont construites et se sont développées. On espère qu'on pourra suivre. C'est des actions qui se font sur Genève, qui se font en France voisine, qui se font partout. Et c'était intéressant de voir ça. Justement, j'y viens. On a eu la création de contrats transfrontaliers au-delà du travail ciblé de ces associations. 3 contrats corridors, ce qu'on appelle les contrats corridors, ont été signés en 2012. Quelles sont les mesures concrètes qui sont prises dans le cadre de ces contrats transfrontaliers, Bertrand Van Arx ? En fait, ces mesures, il y en a de 4 types différents. Il y a des mesures qui visent à améliorer la législation, parce que souvent c'est les règlements, c'est les normes qui ne sont pas adaptées, donc on vise à faire ces évolutions-là. On a des mesures qui visent l'animation, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux gens, aux enfants, aux élus, quelle est la problématique. Ensuite, il manque des études, il faut plus de connaissances dans certains cas pour avancer. Et puis finalement, ce qui est le plus important, c'est des réalisations sur le terrain, c'est les parties travaux. Donc et là, on a effectivement, comme on l'a vu, des passages sous voie, on a toutes sortes de mesures qui sont mises en place sur le terrain. Gottlieb Dandecker, est-ce que ça marche vraiment, ces infrastructures comme celle-ci ? Est-ce que les animaux y vont ou est-ce qu'il faut les forcer par une méthode ? Alors oui, pour qu'elles marchent, il faut les forcer un peu, évidemment. Et d'où l'importance des études en amont, comme ça a été expliqué. Au début, on regarde vraiment où ils passent. Et avant de construire un ouvrage à plusieurs centaines de milliers de francs, il faut être sûr que ça marche. Et après, il faut vraiment soigner les détails. Mais on a plusieurs vraiment exemples de succès chez nous. On a eu le crapauduc de la route de Loie qu'on a vu dans le film, où maintenant il y a des milliers de grenouilles qui passent chaque année sous la route sans se faire écraser. Et puis nos voisins savoyards ont construit un écopont, donc un pont pour la grande faune. Et aux dernières nouvelles, il y a plus que 150 sangliers qui traversent tous les jours, donc c'est tous les mois. Pardon, il ne faut pas vous inquiéter. Les jours, ça fait beaucoup. Non, donc quand c'est bien réfléchi, quand c'est bien construit, ça peut marcher. Mais ça peut aussi être une catastrophe si on fait trop vite ou à côté. Donc on peut perdre beaucoup d'argent. Élodie Charvet, vous occupez du contrat Champagne-Genevois. Qu'est-ce qu'il contient, vous ? Qu'est-ce que vous avez créé à l'instar du crapauduc ? Alors effectivement, il y a diverses choses, comme Bertrand l'a dit. Effectivement, c'est tout ce qui concerne aussi la sensibilisation. On a créé ensemble un document transfrontalier et pédagogique pour sensibiliser les enfants. Voilà, donc qui prend en compte les programmes scolaires de part et d'autre. Donc ça, c'était un petit peu la petite difficulté d'arriver à faire des documents qui soient efficients de part et d'autre de la frontière. C'est quoi qui était difficile pour se mettre d'accord ? C'est simplement harmoniser le contenu pour qu'il soit correct par rapport au programme des deux côtés de la frontière. Et ça, voilà, ça a demandé un petit travail et quelques mois d'adaptation. Maintenant, on a un document qui est valide pour l'ensemble du Grand Genève et où chaque école peut s'emparer de la question et faire travailler les enfants sur ce sujet-là.
C'est vraiment différentes choses. On a sensibilisé les services techniques. Voilà, on a créé ensemble des lieux transfrontaliers, voilà, ou comme la Feuillée aussi, des réserves naturelles qui sont aussi bien classées en France qu'en Suisse, dont la frontière passe au milieu. Donc c'est des très beaux exemples de réalisation. Et effectivement, l'exposition, comme le dit Bertrand, sur les corridors. Donc il y a une exposition sur les corridors nocturnes, mais également sur les déplacements de la faune du type de ce que disait Gottlieb, les cerfs et sangliers et autres. Vous parlez de la sensibilisation pour les enfants. Ça veut dire que c'est par eux que ça passe à l'avenir. Vous les emmenez aussi peut-être à ces endroits, sur les crapauducs, etc. Tout à fait. Le but, c'est effectivement de commencer la sensibilisation en classe. Ensuite, il y a des séances qui sont allouées pour justement emmener les enfants sur site, et notamment avec les associations qu'on a vues dans le reportage, qui sont essentielles pour donc les enfants circulent dans le Grand Genève, ils passent la frontière aussi, comme les animaux. Peut-être moins dans le cadre de l'école. Effectivement, on essaye de trouver des choses à proximité des écoles pour le coup. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu l'idée. Bertrand von Arx, vous parliez de la flore aussi. En quoi est-ce que nos routes font obstacle à cette flore ? Si elles sont trop larges, par exemple, quand les graines doivent passer d'un endroit à l'autre, ça va être difficile. Ou justement, parfois, ces graines s'accrochent sur les animaux. Et donc, si les animaux ne peuvent pas traverser, on va avoir des difficultés là aussi. Donc, en fait, ces corridors, c'est à la fois parfois des structures linéaires, comme une haie, par exemple, mais ça peut aussi être une mosaïque. C'est-à-dire, avec le vent, les espèces vont pouvoir se passer d'un endroit favorable à un autre. Et c'est ce qu'on appelle l'infrastructure écologique, qui est définie dans la stratégie Biodiversité Genève. Une infrastructure écologique transfrontalière, évidemment, parce qu'encore une fois, ces espèces ne vont pas s'arrêter. Et donc, il s'agit de définir les zones prioritaires, en général des réserves naturelles, puis des zones relais, comme on les appelle, et les corridors qui permettent ensuite de combiner tout ça pour que les espèces se déplacent correctement. Bon, alors certains corridors sont arrivés à leur terme en 2017, certains contrats corridors, d'autres viennent d'être signés. C'est le cas du contrat Lac Pied du Jura. Nous sommes allés sur place. Donc on est sur la commune de Genelier, dans le canton de Vaud. Et la commune a planté des chênes dernièrement. Et ces chênes qu'elle a plantés, c'était pour favoriser l'insecte qui s'appelle le grand capricorne, qui est un très bel insecte. Ce n'est pas un insecte qu'on a l'habitude de voir dans nos appartements ici en Suisse, mais il a cette forme assez impressionnante et qui est très beau et il doit être préservé pour la biodiversité dans la région. Le grand capricorne aime particulièrement les chênes. La commune en a planté une série les uns à côté des autres. Voir un habitat et de permettre un alignement d'habitat permet aussi à ces espèces d'habiter puis ensuite se déplacer d'un habitat à l'autre et de rencontrer d'autres partenaires. La plantation des chênes intervient dans le cadre du contrat Corridor Lac Pied du Jura, signé en 2016. Les animaux, ils se déplacent du Jura au Léman. Ils ne sont pas tous confinés à un espace qui soit l'espace Jura, l'espace Pied du Jura ou l'espace Plaine ou l'espace Lac. Donc ils sont bien en déplacement. C'est pour ça que le contrat Corridor, on voulait qu'il s'appelle Lac Pied du Jura. En plus de la plantation des chênes, d'autres mesures vont être appliquées. Aménager les cours d'eau pour permettre à la migration des poissons, la migration piscicole de monter. Les mesures phares ou le chapeau, ce qui chapeaute le tout, c'est de faire en sorte que les espaces verts dans ce périmètre qu'on trouve déjà assez vert, mais que ça soit un vert de qualité pour la biodiversité. Une biodiversité entre faune et flore, du travail avant l'expiration du contrat Corridor en 2021. Élodie Charvet, le contrat dont vous étiez en charge, celui de Champagne-Genevois, s'est terminé l'an dernier. Vous allez le relancer. Tout à fait. Évidemment, l'idée est de faire perdurer toutes ces mesures, peut-être d'en trouver de nouvelles. Effectivement, on est en train de travailler avec les services de l'État de Genève, les syndicats qui s'occupent des massifs chez nous, donc du Salève et du VUH, et on mène une réflexion en parallèle pour savoir comment, par quels moyens, on peut continuer toutes ces actions-là. Et évidemment, l'aspect transfrontalier est au cœur de nos préoccupations. Bertrand von Arx, on bosse sur quoi pour la suite ? Alors déjà, sur toute l'expérience qui a été accumulée, je pense que c'est un exercice que je qualifierais de réussi. D'une part pour la nature, beaucoup d'actions ont été menées, comme on l'a dit,
mais aussi d'un point de vue humain. Je crois qu'un des grands succès, c'est la rencontre des personnes, des expériences, les échanges qu'on a pu faire avec les différents techniciens, avec les différents élus aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à continuer. Ce qu'on est en train d'évaluer, c'est quel est l'outil, finalement, transfrontalier, puisqu'on n'aura pas les mêmes, actuellement, on n'a pas les mêmes de part et d'autre. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, puisque les contrats corridors en tant que tels n'existent plus? Il faut trouver un autre outil, un contrat territoire, un côté français qui va peut-être nous aider de faire la suite. Gottlieb Dindlicker, quand on construit désormais les routes, pas celles d'il y a 20 ans, de nouvelles routes, est-ce que vous êtes consulté en tant que spécialiste de la faune pour peut-être essayer de ne pas couper un de ces corridors biologiques naturels? Alors oui, heureusement, on a beaucoup progressé et on est actuellement en train d'assainir des choses qui ont été construites il y a longtemps. Je pense par exemple à l'écoponts qui vont se construire sur l'autoroute la 40. Aujourd'hui, les grands projets sont soumis à ce qu'on appelle une procédure d'étude d'impact. Alors beaucoup de gens se plaignent, c'est des procédures, c'est des choses, mais en fait c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on va tester l'impact qu'aura cette route et le constructeur sera obligé de prendre des mesures en amont. Et pour avoir accompagné différents travaux, je peux vous dire que ça coûte beaucoup moins cher quand on y pense au moment de construire la route et qu'on y intègre les passages que s'il faut revenir 20 ans plus tard et puis tout casser pour reconstruire. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau d'Ensemble. Merci. C'est le moment de découvrir votre projet transfrontalier du mois. La gare de Gland, c'est une gare, comme les autres gares d'ailleurs de ce district, qui ont été construites pour une capacité totalement différente. Et en 2012, on a fait le calcul, on s'est rendu compte qu'on allait vers un doublement de voyageurs dans les 20 ans si on poursuivait avec le même équipement et que cet équipement serait obsolète. La volonté au niveau de Gland était de construire de pouvoir réaménager la gare. L'un des objectifs, c'est effectivement le meilleur fonctionnement de la gare. Et l'autre objectif, c'est de créer une vraie liaison cycliste-piéton entre le nord et le sud. Pour cela, nous avons installé un passage sous voie de 8 mètres de large avec une particularité, c'est des rampes pour cyclistes et des rampes pour piétons qui sont séparées de chaque côté. Un tel passage a un prix. Le coût total se monte à environ 10,5 millions de francs. Les retours aujourd'hui sont très positifs, de plusieurs ordres d'ailleurs. Il n'y a pas que le passage sous voie, il y a aussi la question de la surélévation des quais, l'agrandissement des quais, ainsi que les marquises. Ce qui veut dire simplement que pour les voyageurs, c'est beaucoup plus de sécurité, c'est beaucoup plus de facilité aussi pour passer d'un quai à l'autre. Et vous le voyez d'ailleurs parce que je suis sur la piste cyclable, ce que je ne devrais pas faire normalement, mais je suis sur cette piste cyclable et même en Suisse allemande, des gens nous disent, et des gens du métier nous disent que c'est un modèle qu'il faudra peut-être refaire une prochaine fois. Comment s'est formé notre univers? La question travaille les quelques 9000 chercheurs du CERN. Ce mois-ci, nous vous faisons découvrir ce lieu où la science circule à l'état pur. Vous allez voir, nous sommes même allés dans la salle de contrôle centrale du CERN, lieu interdit aux visiteurs. Regardez. Tout a commencé au moment du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Bonjour François. Bonjour Céline. On va rejoindre un groupe pour une visite. Justement, qui est-ce qui peut visiter ce CERN? Tout le monde, les visites guidées sont ouvertes à tout le monde. On accueille plus de 136 000 visiteurs par an au CERN, mais on a beaucoup plus de demandes. Alors pour ceux qui ne peuvent pas avoir une visite guidée, ou qui ne sont pas intéressés par une visite guidée, qui dure environ entre 2 et 3 heures, il y a également les expositions. Ces expositions, elles ont lieu dans le globe, qui est accessible à tous. Voilà, il y a une exposition dans le globe qui s'appelle Univers de particules, c'est celle dans laquelle nous nous trouvons. Et on a une exposition qui s'appelle Microcosme, qui se trouve de l'autre côté de la route de Meyrin, de part et d'autre de l'arrêt du tram, l'arrêt tram CERN, on ne peut pas la rater. Donc 2 expositions permanentes, elles sont librement accessibles, il n'est pas nécessaire de réserver, et elles sont probablement plus accessibles aux plus jeunes. En quelques mots, comment est-ce que vous définiriez ce CERN? Le CERN, c'est une des plus grandes aventures humaines qu'on ait connues.
c'est la moitié des physiciens, des physiciennes en physique des particules au monde qui s'y trouvent. C'est plus de 110 nationalités. Et tout ça pour faire avancer la connaissance, avec la plus grande machine sur Terre. Donc c'est un endroit merveilleux, unique, et à Genève. Le but, c'est de trouver quoi? C'est pour répondre à des questions fondamentales, d'où on vient, comment ça fonctionne, la matière, comment l'univers a évolué. Donc c'est peut-être des questions qui ne vont pas changer votre vie de tous les jours, mais si on ne se pose pas ce genre de questions, on n'a pas les grandes avancées techniques. Si on n'avait pas découvert l'électron il y a plus de 2 siècles, on n'aurait pas les téléphones portables, les télévisions, l'électricité aujourd'hui. C'est pas facile, hein. On parle de protons, on parle de choses très complexes. Comment est-ce que vous le mettez à la portée de tous? Si vous deviez nous le résumer même là tout de suite, qu'est-ce qui s'y passe Le monde est composé d'atomes, ces atomes sont composés de particules et ces particules sont appelées briques Lego élémentaires de ce monde composé de Lego si on veut. Et puis on va expliquer aux gens, chaque particule a 2-3 propriétés, c'est pas très compliqué. On va leur utiliser des analogies, des explications simples. Par exemple, dans nos détecteurs, on voit des traces, comme on voit des traces d'animaux dans la neige, ça tout le monde est capable de le comprendre. Il ne faut pas avoir de connaissances scientifiques pour venir découvrir le CERN. On va tout de suite se diriger dans un lieu qui est Atlas. Qu'est-ce que c'est ça? Atlas, c'est un des 4 grands détecteurs qui se trouvent le long de l'accélérateur LHC et c'est un des points de visite les plus utilisés. En fait, on visite la salle de contrôle. Il faut savoir qu'on peut très peu descendre en bas, en souterrain, parce que quand la machine fonctionne, on ne peut pas y accéder. Produire des faisceaux et des collisions. Une de vos découvertes majeures et récentes, c'est celle du boson de Higgs. Ça s'est passé ici. Alors en effet, c'est ici à la salle de contrôle qu'on a garanti que la récolte de données était de bonne qualité, ce qui a permis, après analyse, de prouver l'existence du boson de Higgs, qui laisse une signature bien particulière dans le détecteur. Et c'est cette signature-là que les physiciens cherchaient. Merci François. Derrière nous, une salle de contrôle, une petite salle si je puis dire, celle d'Atlas. On va aller voir une beaucoup plus grande, la salle de contrôle générale. Bonjour Rende. Bonjour Céline. On arrive au cœur du CERN. Qu'est-ce qui s'y passe ici? Oui, donc ici on contrôle tous les accélérateurs, on pilote les accélérateurs du CERN pour fournir les particules aux différentes expériences. Beaucoup de gens dans cette salle de contrôle, ça fourmille un peu toute la journée, il y a du monde. Dans toute la salle de contrôle, il y a une dizaine de personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais facilement pendant la journée, il y a facilement une trentaine, quarantaine de personnes qui s'ajoutent à ça pour vérifier certains sujets spécifiques ou pour avoir des informations, pour transmettre des informations. Plein de bouteilles de champagne, c'est pour célébrer vos exploits? Oui, donc on a le principe que quand on a un succès, il faut remercier les gens aussi, et puis une des façons de le faire, c'est de se mettre ensemble et d'avoir une petite fête. Et ces bouteilles sont le résultat de dizaines d'années de succès. Ça commence avec le premier faisceau de la machine, à travers la découverte de Higgs, jusqu'à les succès qu'on a eu le run pendant le 2017. Et ça, c'est la clé du LHC. Donc, vous voyez. Ça aussi, très typiquement, pendant l'hiver, on arrête les machines. Et en fait, nous, on n'est plus responsable pour la machine. C'est le département engineering qui devient responsable pour les machines et qui va travailler dans les machines. Et une fois que cette phase est terminée, il nous redonne la clé et puis la responsabilité est de nouveau chez nous pour faire tourner les machines et produire les particules. Si on veut faire simple, qu'est-ce que c'est ce LHC? Ce LHC, c'est donc le grand collisionneur à hadrons. À hadrons, c'est une famille de particules et entre autres, on utilise donc les protons dans le LHC. Donc le LHC, c'est la machine 27 km de circonférence, 100 mètres sous terre. On injecte un faisceau dans la sens du montre et un faisceau contre la sens du montre. On accélère ce faisceau à une énergie très élevée. Et puis, une fois accéléré, on va mettre le faisceau en collision dans les points où se trouvent les expériences. Et les expériences vont donc collecter les données et étudier
les particules produites. Le LHC, vous le disiez juste avant, c'est 27 km de tuyauterie, hein, si je peux dire. Ça veut dire que ça passe sous nos pieds, partout à Genève, en France même? Ça passe à certains endroits, sous le paysage du pays de Gex, en Suisse aussi. Donc c'est là où le site Mérin, vous connaissez peut-être tous la boule en bois, c'est là où le LHC passe en dessous. Certains disent qu'ils ont peur d'avoir ça sous leurs pieds. Est-ce que c'est dangereux? C'est un peu la question qui revient assez souvent. Je comprends. C'est souvent les choses moins connues peuvent faire peur aux gens, mais c'est complètement en sécurité. Les collisions qu'on fait dans le LHC sont très locales, à une échelle très petite, mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de nos têtes, dans l'univers, ces collisions et ces protons qui circulent là-haut, ils ont une énergie beaucoup plus haute que celle qu'on a dans l'LHC. Donc, pas de risque. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous avoir reçu ici et de partager un peu ce que nous on fait ici. La salle de contrôle, elle est réservée à quelques groupes et aux journalistes. Exactement. Merci beaucoup. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Ensemble. Excellente soirée à tous. Au revoir.